Merci d'être resté avec nous. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais cette nuit, vous avez rêvé. Vous avez même fait plusieurs rêves ou cauchemars pendant une durée totale d'environ 1h30. Alors si certains n'accordent pas de signification particulière à leurs songes nocturnes, d'autres, comme les psychanalystes, y voient de précieux outils. Les rêves servent-ils à quelque chose? Que penser des rêves récurrents ou prémonitoires? Les cauchemars peuvent-ils être néfastes? On en parle aujourd'hui sur le plateau d'Allo Docteur avec nos invités. Après, un petit rappel sur le sommeil. Vous allez voir que c'est au niveau du cerveau que se trouve le centre du sommeil, au niveau de l'hypothalamus antérieur. En étudiant l'activité électrique du cerveau, on peut suivre les différentes phases de sommeil. Il faut savoir qu'une nuit est composée d'une succession de 3 à 5 cycles. Vous allez voir, chaque cycle est composé de différentes phases. Une phase de sommeil lent léger qui correspond à l'endormissement, ce que vous voyez là, les 4 phases. Puis une phase de sommeil lent profond. Léger, c'est 1 et 2, et profond, c'est 3 et 4. Voilà, c'est ça. Hein? Vous avez bien fait de le préciser. Oui, j'aime bien. Une phase de sommeil lent profond, le cerveau est de plus en plus insensible aux stimulations extérieures, donc c'est 3 et 4, et le dormeur est difficile à réveiller. À la différence de 1 et 2. À la différence de 1 et 2, donc si vous voyez marqué 3 ou 4 sur quelqu'un, il ne faut pas le réveiller. Arrive ensuite la phase de sommeil paradoxal, il n'y a pas de chiffres à ce moment-là, et là, le tonus musculaire est aboli, et même si les rêves peuvent survenir pendant le sommeil lent, il se concentre surtout durant le sommeil paradoxal. C'est le cas des cauchemars, mais plutôt vers la fin de nuit. Plutôt vers la fin, c'est incompréhensible. Et moi, je dis ce que vous avez écrit. Hein. Les cauchemars sont différents des terreurs nocturnes, qui sont des accès brefs de panique qui surviennent en sommeil profond au début de la nuit. Ces terreurs nocturnes sont souvent associées à du somnambulisme. On va en reparler et répondre à toutes vos questions avec le docteur Isabelle Arnulf, qui est neurologue à l'unité sommeil de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour. On accueille aussi Pascal Neveu, qui est psychanalyste. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Dorothée de Silgui, qui est comédienne. Bonjour. Bonjour. On a une question de Tunisie, de Maïssa. Pourquoi oublions-nous parfois nos rêves quand nous nous réveillons? Alors, on se rappelle plus ou moins de nos rêves en fonction de la proximité du réveil. On s'en rappelle moins en début de nuit, mais on rêve quand même, hein, contrairement à... Et beaucoup plus en fin de nuit. Ça ne semble pas être fait pour être retenu. En fait, ça sert à d'autres travails de la mémoire, mais ça n'est pas programmé pour être retenu. Il faut y porter de l'attention, en fait, oui, ça, et les noter tout de suite. Voilà, ce qui est très étonnant, c'est que dès le réveil, d'abord, quand on se réveille et qu'on se souvient très bien du rêve, est-ce que ça veut dire que le réveil a sonné pendant qu'on rêvait ou pas forcément? Oui, probablement. Juste quand nous, on réveille des personnes juste dans le sommeil paradoxal, là, on recueille 80-90% de rêves tout de suite. Et c'est très fugace. En fait, il faut vraiment le noter parce que sinon... Parlez-nous de vous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut le marquer parce que c'est Par vraiment exemple, pas fait. l'autre jour, ce que vous me demandez. Non, mais ça part très très vite. C'est On très peut garder étonnant. juste l'impression, les émotions associées, et puis ça peut revenir par bribes dans la journée. D'ailleurs, Dorothée, vous notez, vous avez noté vos rêves systématiquement. En fait, vous avez quoi, des petits papiers un peu partout pour être sûr de... Ah non, pas du tout. Je suis très organisée. J'ai des gros cahiers un peu partout. Et vous notez vos rêves systématiquement? Non, pas systématiquement, parce que parfois, il faut que je me dépêche le matin, comme tout le monde. Mais en revanche, si je m'en souviens pendant la journée et que je considère que c'est un rêve, j'allais dire un rêve clé. Mais clé pour votre psychanalyste? Clé pour clé pour moi, clé pour comprendre, j'allais dire, mon propre mode d'emploi, mon mécanisme intérieur, défaire mes neurones. Dans la journée? Pardon? On dit on mémorise ça de façon très fugace. Comment vous vous en souvenez dans la journée? Ah, parce que je fais quand même un exercice le matin, tous les matins avant de me lever. J'essaye de ne pas ouvrir les yeux avant de me remémorer mes rêves. Et si aucune image ne me vient à l'esprit, je me dis, bon alors, est-ce que j'ai rêvé de ma famille ? Non, ça me dit rien. Est-ce que j'ai rêvé... D'accord, vous recherchez quand même. Voilà, je fais des recherches avec des... Est-ce que j'ai rêvé de religion, de politique, d'artistique, de nature? Et c'est pas fatigant, ça, d'essayer de systématiquement se souvenir de ses rêves, de faire des exercices de concentration le matin? Ça vous fatigue pas? Ça dépend pour qui, moi, ça va. Oui, Vous lui avez parlé de moi avant l'émission? Non. Pas un mot. Non, juste un mot. Cécile nous demande si une nuit où l'on fait plein de longs rêves est une mauvaise nuit pour la récupération. Est-ce que ça fatigue, en fait? Il y a des personnes qui rêvent trop, clairement, et qui en sont fatiguées le matin. C'est assez rare à l'intérieur des pathologies. Des personnes qui ont même parfois l'impression de ne pas fermer l'œil de la nuit, qui dorment en réalité, mais qui se rappellent absolument de toutes leurs pensées de la nuit. Et ça semble
pas être agréable. Mais est-ce qu'en rêvant longtemps, ou avec des rêves longs, on peut désorganiser éventuellement un peu le sommeil et donc allonger un peu ce sommeil paradoxal et raccourcir les phases de sommeil profond? C'est-à-dire que plus les personnes vont faire attention, plus ils vont se réveiller, en fait, pour les marquer, et donc avoir un sommeil plus fragmenté. Donc, il ne faut probablement pas y faire si attention que ça. En parlant de réveil, Dorothée, est-ce que vous avez, comme tout le monde, et comme la personne qui nous écrit, je fais souvent le cauchemar de tomber de très haut, d'une falaise, d'un avion, du ciel. Pourquoi? Parce que dans vos souvenirs, vous avez ce rêve qu'on a l'impression que tout le monde fait un jour, de tomber, soit dans un lit, soit dans un machin, puis on se réveille au moment où on va toucher le sol et où on devrait mourir. Non, ça c'est pas récurrent. Moi j'ai plutôt j'allais dire le rêve inverse. Je rêve souvent que je vole. Et même parfois j'ai l'impression que c'est pas un rêve du tout. C'est-à-dire que je rêve que je commence au-dessus de mon lit et que je me promenais. Oui, c'est certainement un rêve, mais ça colle tellement à la réalité. Non, j'ai arrêté. Okay. Alors, on ne sait pas si avec les livres, on arrive à interpréter ces rêves. En tout cas, depuis 6 ans, il y a à Paris un café rêve où les gens peuvent partager leurs rêves et parfois tenter de les interpréter. Reportage Marie Guyot, Mathias Denisot et Eliane Dassibine. Comme tous les deuxièmes samedis du mois, cette ancienne psychothérapeute anime une rencontre pas tout à fait comme les autres, le café rêve. Ici, pendant 2 heures, chacun peut raconter ses songes et apprendre à les interpréter. Je voulais acheter des ampoules. Et il y a un vieux monsieur et une vieille dame qui passent devant moi et ils achètent finalement ces 3 ampoules. Et je me retourne vers le vieux monsieur et je lui dis « Mais écoutez, c'est injuste, j'étais là avant vous, je voulais ces mêmes ampoules. » Alors il me regarde, sans faire d'histoire, et il me les donne. Et pour le remercier, je lui ai donné 3 €. Vous allez chercher des ampoules, donc c'est une suite logique, vous allez chercher la lumière. Le vieux monsieur, dans ce cadre-là, vous pouvez le prendre comme un guide, vous savez, comme un bienfaiteur. Comme vous voulez être absolument affranchi, vous lui donnez 3 €. C'est vos petits conflits avec vous-même pour ne pas être dépendante d'autrui. Ça vous parle? Ça me parle beaucoup. Ça les aide comme un support, comme un tremplin pour aller de l'avant. Ça fortifie la confiance en soi parce qu'il y a des choses qui se comprennent. Puis après, ils s'observent eux-mêmes, ils ont leur petit travail alchimique intérieur et ils voient des résultats. J'ai traversé le tableau. Je fouille sur moi, je trouve plus mes tickets, plus rien, et je m'aperçois que je suis en caleçon. Je mets ma main droite dans de l'eau très pure, très transparente, et quand je la ressors, je la retourne et je de l'excrément sur l'annulaire et ça me réveille. J'étais vraiment très gênée, je me sentais pas bien avec ça. Vous pensez toucher quelque chose de pur et c'est faux. Donc c'est une petite mise en garde. Il peut y avoir une petite trahison. Cette année, j'ai eu une thématique récurrente. Delphine vient depuis 6 ans accompagnée de sa fille, mais c'est depuis son enfance qu'elle cherche une signification à ses nombreux rêves. Je suis tout le temps en train de rassembler mes bagages, mes sacs, en panique. On est pressé, on m'attend. Quand enfin j'arrive sur l'embarcadère, je vois le bateau qui est parti. Les gens ne veulent pas m'attendre. Un départ manqué, c'est un projet qui n'aboutit pas. Pour vraiment ne pas rester sur le bord du quai, il y a des petites choses à voir dans ta vie éveillée, mais qui aillent jusqu'au bout. Et tu verras que tout le reste, ça va s'enclencher. Les rêves sont mystérieux et pourtant, ils nous donnent des réponses. Ils nous soulagent, même si, suite à un rêve, on se pose des tas de questions. C'est peut-être ce processus de se poser des questions qui est le début des solutions, en fait. D'être dans son rêve, on est tellement dedans qu'on a l'impression que ça veut dire ça et finalement ça veut dire tout autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que je viens au Café Rêve, ça me permet d'avoir un avis un peu plus objectif par rapport au mien. Bien, merci d'être venu. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain. D'ici là, les participants auront noirci les pages de leur petit carnet de leurs rêves les plus fous. Juste pour revenir sur un rêve récurrent, parce que c'est vrai qu'on s'inquiète tous des rêves récurrents, on se dit qu'il y a une signification profonde, vous le disiez, les rêves de paralysie qui surviennent, d'incapacité d'avancer, de bouger. C'est très fréquent pour les rêves de sommeil paradoxal. La personne veut fuir et n'arrive plus, elle a les pieds collés au sol, ou elle veut crier, elle n'arrive pas à crier. Il faut savoir que dans le sommeil paradoxal, nos muscles sont totalement paralysés et qu'on peut de temps en temps percevoir cette paralysie. Et d'ailleurs, elle peut continuer légèrement après le réveil du rêve avec cette impression d'être enfermé dans un sarcophage de plomb qui est très désagréable. De ne pas pouvoir crier, d'avoir l'impression que rien ne sort, c'est pareil. On perçoit absolument la paralysie. On va parler des cauchemars. Pourquoi on fait plutôt des cauchemars que des rêves dans certaines circonstances? Qu'est-ce qui explique ça?
Tout d'abord, quand on recueille systématiquement les rêves de façon scientifique régulière, 70% de nos rêves sont négatifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc une partie du travail qui se fait la nuit dans notre sommeil est probablement plus complexe, plus déplaisant et sert peut-être à quelque chose que ce qu'on peut penser des quelques rares rêves agréables dont on se souvient. Après, il y a des gens qui font des cauchemars pour toutes sortes de raisons. On a parlé un petit peu des terreurs nocturnes, on verra après. Il y a de façon évidente les personnes qui ont subi un traumatisme grave dans une guerre ou un viol, enfin des choses absolument horribles, où là il y a des cauchemars très très récurrents où ils revivent la scène qu'ils ont subie. C'est le syndrome de stress post-traumatique. Et ça, on sent vraiment que tant que c'est pas réglé, le syndrome ne partira pas. Et puis il y a 5% de la population qui a des cauchemars plus d'une fois par semaine et qui sont des gens plutôt un peu plus stressés, de niveau socio-économique un peu plus bas. On va regarder quelques images qui ont été tournées dans votre service, la petite salpêtrière, d'hospitalisation dans une unité du sommeil de personnes qui ont des cauchemars ou des terreurs nocturnes très gênants. On va enregistrer en fait ce qui se passe pendant le sommeil. À quoi ça sert ? Alors ici, on a quelqu'un qui a des cauchemars agités, et on ne voit pas, mais c'est une personne âgée qui vit ses rêves. Ça permet de déterminer que ça survient en sommeil paradoxal et que cette fameuse paralysie dont on parlait tout à l'heure a disparu. Ils ont une atteinte du circuit qui nous paralyse. Cette jeune fille vient de présenter une terreur nocturne typique, c'est un sommeil profond. Les traitements ne sont pas du tout les mêmes et les conséquences ne sont pas du tout les mêmes pour la personne. D'accord, donc ça vous permet de comprendre et de traiter au cas par cas. Dans le cas des cauchemars agités qu'on a vus au début, ça peut être annonciateur d'une maladie de Parkinson, ça survient dans le cadre de ces maladies, ce sont des problèmes de sujets âgés. Dans le cas des cris nocturnes, comme on a vu après, ce sont des terreurs classiques. D'accord. On rêve en sommeil léger aussi, y compris lors de siestes. Et alors sur le plan émotionnel, c'est moins prouvé, mais sur le plan de résolution de problèmes, quand on a un problème, une formule à trouver, on sait que le sommeil peut participer à trouver des solutions par une créativité du cerveau qui est un petit peu différente de celle de l'éveil, comme la découverte de la machine à coudre qui s'est faite pendant le sommeil ou de toutes sortes d'autres découvertes. C'est une bonne idée. Plus d'infos santé dans Allo Docteur.